Je suis docteur Émile Ouédraogo, je suis du Burkina Faso. Je suis ancien ministre de la Sécurité de 2008 à 2011. J'ai aussi été parlementaire au niveau de l'Assemblée de Burkina Faso et au niveau de la CEDEAO, où j'ai occupé où j'ai siégé en tant que membre de la Commission de défense et sécurité. Et ensuite, je peux dire quoi? Je suis professeur associé au Centre d'études stratégiques de l'Afrique aux États-Unis à Washington, à l'Université de défense nationale. Et enfin, je suis consultant indépendant où je travaille beaucoup pour les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA et beaucoup d'autres institutions comme DECAF et bien d'autres. Oui, c'est vrai, j'allais oublier de dire que je suis ancien colonel, je suis colonel à la retraite. Merci de me le dire. Hein. C'est vrai, ce qui m'a poussé, l'armée, en fait, je peux dire, c'est de père à fils. Mon papa était un gendarme. Moi, je suis né dans une garnison, je suis né dans un camp militaire. Et donc, très petit, et mon papa m'a encouragé à passer le concours du Prytanée militaire de Kadiogo pour les enfants de troupe. Et c'est là que je me suis retrouvé enfant de troupe à l'âge de 12 ans. Donc depuis 12 ans, j'ai commencé à être militaire à l'âge de 12 ans. Et ainsi de suite, la motivation est venue. Pour ne pas faire plus long, je pense que c'est beaucoup plus une histoire de père à fils depuis l'âge de 12 ans. Et finalement, donc je peux dire que ça coule dans mes veines, le militaire. Mon plus beau rêve pour l'Afrique, ça c'est vraiment une très très bonne question. C'est une Afrique où les dirigeants, au moins, vont avoir une vision pour le continent, une vision où va régner la démocratie, et vraiment la vraie démocratie, une vision où on va mettre le peuple, la population au centre des préoccupations, une vision où régnera la gouvernance pour l'Afrique, parce que je reste convaincu que l'Afrique a tellement de potentialités que c'est inadmissible que l'Afrique soit toujours à la traîne et que l'Afrique soit toujours en train d'être perçue comme vraiment le continent où il y a la souffrance, où il y a la guerre, où il y a tout ce qui est mauvais sur terre. Là, j'ai fait un crime de lèse-majesté. Effectivement, c'est le dernier titre que je donne, mais comme c'est ASSN qui m'interviewe, j'ai pensé que c'était automatique. Et voilà l'erreur que j'ai faite. Sinon, je suis effectivement membre du comité exécutif de l'ASSN et de l'ASSN parce que j'ai souvent tendance à le dire en anglais et quand on parle en français, ça devient un peu plus compliqué. Disons que mon amour avec ASSN, c'est quand j'écrivais ma thèse, parce que je le dis, et quand j'ai quitté le ministère de la Sécurité et la politique, j'ai décidé donc de me lancer dans les études universitaires. Et donc, je faisais donc un PhD en relations internationales et mon sujet portait sur la réforme du secteur de la sécurité. Donc, c'est dans mes recherches bibliographiques, dans mes recherches, et donc en lisant en lisant donc toutes les publications et les livres, que je me suis rendu compte que ASSN a publié plus de 60% donc des livres dont j'ai besoin pour écrire ma thèse. Et là que j'ai connu le professeur Eboué Ochoul et j'ai dit chaque fois au professeur que si tu n'avais pas existé, je n'allais pas faire ma thèse. Parce que 50% de mes citations, j'ai plus de 400 citations de documents que j'ai faits. Et je crois que la moitié, c'est le professeur Eboué Ochoul qui revenait sans que je le connaisse. Et beaucoup d'autres personnes donc, qui ont beaucoup publié. Et c'est ainsi donc j'ai dit, mais il faut que je connaisse cette institution. Donc j'ai décidé, et après ma soutenance qui a eu lieu à Paris, je suis rentré au Burkina et j'ai pris mon avion, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai décidé d'aller à Accra et visiter ASSN. Visiter ASSN et connaître vraiment quels sont les gens qui sont derrière ASSN. Et c'est comme ça. J'ai pu déposer aussi en même temps
mon carte de membership pour être membre. Et vraiment, j'avoue que ce voyage-là m'a permis de voir quand même que c'est une petite équipe restreinte et qui travaille d'arrache-pied. Et ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu donc cette petite équipe à Accra. Et j'ai dit non, tout ce que je peux faire pour cette équipe, je le ferai. Et depuis lors, et quand j'ai été accepté comme membre, donc je me suis vraiment dévolu entièrement donc, à ce réseau africain du secteur de la sécurité qui rend un grand service au continent. Non, d'abord en tant qu'intellectuel, j'adore beaucoup la réflexion intellectuelle et j'adore la publication, j'adore ceux qui remettent en cause les idées préconçues. Et à cela, j'avoue que bon, Prof, c'est notre mentor. Il faut reconnaître aussi que la présidente Niagalé, c'est une femme intrépide. C'est une femme qui en tout cas, anime bien les débats. C'est une femme qui a la vision. Et je crois que, en tout cas, je pense que c'est une qui se bat bien et qui défend les valeurs donc, en tout cas de ASSN dans ses principes et dans ses valeurs fondamentales. Et en dehors de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont, il faut dire la vérité, et qui sont derrière la scène et qui travaillent beaucoup. Et moi, j'ai toujours dit à Prof que je ne sais pas combien vous payez les gens qui sont derrière la scène, mais c'est un travail monstre qu'ils sont en train d'abattre pour nous permettre donc de pouvoir faire vivre donc ce réseau. En dehors de ça, je suis quelqu'un qui adore tous ceux qui font de la réflexion. Plus tu publies, plus tu es mon ami. Mais si tu ne publies pas, j'avoue qu'on n'a pas trop de choses à se partager. Je suis comme ça. Ouais. Une très belle réponse et je pense que ça honore la plupart des gens qui vont passer dans cette interview parce qu'il y en a beaucoup qui ont publié, Fourmi, les Médanés, oui. Que je connais très bien d'ailleurs et que j'ai rencontré. Et j'avoue que tous les noms, je les connais avant d'être membre du comité exécutif. Mais quand je rencontre, quand je vois le nom seulement, je crois que j'ai de l'admiration pour tout ce beau monde-là. Ils ont fait un travail très magnifique. Si je dois vraiment parler de belle réalisation de ASSN, c'est d'abord sa création. Si ASSN n'existait pas, il fallait bien la créer. Il fallait bien le créer, si je parle donc en termes de réseau. Alors, je vais vous dire une chose. Le concept de la réforme du secteur de la sécurité, c'est vrai que est venu de l'extérieur, mais ASSN a réussi cette prouesse de l'africaniser, de la mettre dans le contexte africain. C'est une première fois où je vois des intellectuels africains qui, en tout cas, ont partagé une perspective, une vision pour le continent autour d'un thème central, la sécurité. Pour dire qu'en un mot, s'il n'y avait pas ASSN, il n'y avait pas de réforme du secteur de la sécurité sur le continent. Ça, je peux vous le dire. Ça, c'est la plus grande contribution de ASSN. Et ça, je peux vous le dire. Absolument. Ça, c'est une question dont je m'attendais. Si vous ne la posez pas, j'allais vous répondre en tant qu'intellectuel. Je pense que l'ASSN a beaucoup de défis. Beaucoup de défis parce que le premier défi, c'est d'abord la mobilisation des ressources. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ASSN dépend beaucoup donc de projets qui viennent de l'extérieur. L'ASSN n'est pas en mesure de générer ou de concevoir et d'exécuter un projet. Et ça, c'est vraiment un handicap. C'est vraiment handicapant parce que simplement, on ne peut pas continuer donc à exécuter et à mettre en œuvre des projets qui viennent de l'extérieur. Même s'il y a une co-conception, et une co-conception dans beaucoup de projets, mais moi je pense qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles, il faut le dire franchement. Et deuxièmement,
Je crois qu'il faut absolument que ASSN puisse se retrouver, peut-être à l'occasion du 20e anniversaire, et faire une évaluation de la RSS. Parce que là, je crois qu'on est en train de traîner un peu le pas et de perdre un peu le fil. Parce que les choses ont beaucoup évolué sur le continent. Il y a eu 20 ans de RSS, sinon même plus. Mais aujourd'hui, après une évaluation, si on ne fait pas une évaluation pour voir à quel niveau on se trouve, quels sont les acquis et les défis, je pense qu'on est en train de tourner en rond. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille encore vers d'autres dynamiques pour faire en sorte que la RSS puisse être vraiment acceptée et mise en œuvre en Afrique. Je vous donne l'exemple. J'ai fait Madagascar, j'ai fait le Mali, fait Madagascar pour le compte de ASSN. Ensuite, j'ai fait des missions pour les Nations Unies au Mali et j'ai aidé le Burkina à élaborer et mettre en œuvre sa RSS. Je me rends compte d'un phénomène qu'il faut que ASSN nous prenions en compte. La mise en œuvre de la RSS rencontre des difficultés. C'est-à-dire qu'il faut que nous réfléchissions d'une manière nouvelle. Il faut que nous arrivions à partir de ASSN de proposer une réorientation de la RSS. Parce que quand vous parlez dans les pays, les gens disent non, RSS là, qu'est-ce que, bon, ça apporte quoi? La mise en œuvre devient trop compliquée. Mais il suffit que vous parlez d'autre chose. Quand vous parlez, par exemple, d'élaboration, je ne suis pas en train de chanter pour ma chapelle, mais quand vous parlez d'élaboration de la politique de la santé et de la sécurité nationale, en ce moment, les pays sont d'accord à vous écouter, sont prêts à suivre le processus, sont prêts à tout faire. Alors que dans les dispositions même de la RSS, l'élaboration des politiques et des stratégies de sécurité nationale est une des premières caractéristiques. Quand vous prenez la réforme de la gouvernance du secteur de la sécurité, on demande aux pays membres d'élaborer une politique de sécurité nationale. Il faut que nous puissions arriver à faire un arrimage entre la réforme du secteur de la sécurité et l'élaboration des politiques de sécurité nationale. Sinon, nous serons largués dans 5 ans. Parce que tous les États en Afrique sont en train d'élaborer leur politique de sécurité nationale et la RSS est en train d'être jetée dans les oubliettes. Je le dis, parce que je suis sur le terrain et je peux donner trop d'exemples. Voilà. Ouais, moi, je parlerai beaucoup de tendances lourdes sur la sécurité de l'Afrique dans les 10 années à venir. Je pense que le premier défi que nous avons, c'est évidemment le terrorisme, même où toute l'Afrique de l'Ouest est en train de, je parle de l'espace CEDEAO, est en train de subir vraiment les conséquences. Et en dehors du terrorisme, moi je vois beaucoup plus des problèmes à venir, je le dis du fond de mon cœur, c'est la quête pour la démocratie. La soif de démocratie dans nos peuples va nous amener dans des situations de violence et de conflit. Notez ce que je dis, il n'y a rien à faire. La quête pour plus de démocratie va amener des rapports conflictuels en Afrique, soit pour gagner les élections, soit parce que les élections ont été trichées ou truquées. Dans tous les cas, les questions de démocratie vont être un défi sécuritaire. Ensuite, je pense qu'il faut penser à la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, il n'y a pas de perspective. Les jeunes ont cessé de rêver parce que personne ne les offre un bon rêve. Il n'y a que des cauchemars. Et cette jeunesse-là, il n'y a rien à faire, c'est une bombe à retardement. Dans tous les pays en Afrique, ce sera une bombe à retardement. Pas parce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin simplement d'un petit boulot, de quoi vivre. Et je ne vois pas nos politiques là, en regardant leur trajectoire, comment ils peuvent offrir ça à la jeunesse. Et moi, je pense que ça, c'est des menaces sécuritaires et c'est des tendances lourdes qu'on ne perçoit pas. On voit que les épiphénomènes. Et on pense que c'est ça le problème. Le problème de demain, tout ce que vous voyez aujourd'hui au Burkina, et ainsi de suite, les coups d'État, c'est cette jeunesse désœuvrée qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'espoir. Ils pensent que
il y aura un sauveur. Non. Et plus ils seront dessus, plus ils seront violents et plus il y aura beaucoup d'instabilité. Ça, je le dis. Et ça, c'est des questions qu'il faut en tout cas vraiment réfléchir. Alors, ça, c'est une question assez intéressante. Je pense qu'en termes de perspective, il faut que, comme je l'ai dit, il faut que nous soyons au diapason de ce qui se passe dans les États. J'ai dit aujourd'hui en Afrique, tous les États sont en train d'élaborer leur politique et leur stratégie de sécurité nationale, qui prend en compte la réforme du secteur de la sécurité. Il faut que nous ayons une vision plus large aujourd'hui. La réforme du secteur de la sécurité n'est qu'un élément de cette politique et de cette stratégie de sécurité nationale. Si dans les 10 ans à venir, je dis même d'ici les 5 ans, nous ne sommes pas en mesure de faire ce lien, ce linkage entre les stratégies de sécurité nationale et la RSS, nous serons largués. La SISM sera larguée et dépassée parce que nous serons en train de parler de quelque chose que les gens ont mis dans le placard. Est-ce que vous comprenez le problème? Alors, je vais être très clair, je parle très clairement, je suis sur le terrain. Quand vous parlez de RSS, les gens n'écoutent plus parce que simplement, ils estiment que ça ne fait plus avancer les choses. Et tous ces pays se sont tous lancés dans l'élaboration des stratégies et des politiques de sécurité nationale où la RSS, fort heureusement pour nous, est intégrée. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas trop de réflexion dans ce domaine. Je disais donc ce matin à Niagadé qu'il faut que nous puissions commencer à explorer le lien entre la RSS et les politiques de sécurité nationale. Sinon, nous serons largués dans les 10 ans à venir. Merci. Pas de problème.